مجلس ملی فرانسه، کنفرانس پارلمانی با حضور اعضای مجلس ملی فرانسه و شخصیت‌های سیاسی. ایران، استمرار قیام برای جمهوری دموکراتیک. سخنرانی‌های فیلیپ گوسلن، هرو سولینیاک، سیلوان مایارد، دومینیک آتیاس. فیلیپ گوسلن، نماینده مجلس ملی از گروه جمهوری‌خواهان و معاون کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک. ما در ایران شاهد یک انقلاب هستیم. یک مسیر بیشتر وجود ندارد و آن برنامه 10 ماده‌ای پرزیدنت مریم رجوی است. این برنامه خواهان جدایی دین و دولت و برابری بین زنان و مردان است. این نماد دموکراسی است. آینده ایران باید تابناک باشد تا رژیم به گور فرستاده شود و یک آهنگ دلنواز به صدا در بیاید و اتحاد برقرار شود. هرو سولینیاک، نماینده مجلس ملی از گروه چپ نوین سوسیالیست و معاون کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک. رژیم ایران به خاطر ترس از سرنگون شدن توسط مردم و مقاومت سازمان یافته ایران تلاش کرد هر طور شده مخالفان خود را از بین ببرد. اولین کسی که هدف سوء قصد در گردهمایی ویلپند بود مریم رجوی بود که در کنار تعداد زیادی شخصیت‌ها قرار داشت. خوشبختانه این سوء قصد خنثی شد، اما رژیم به روشنی شکنندگی خود را عیان کرد و ترسش را از سرنگونی به نمایش گذاشت. سیلوان مایارد، نماینده مجلس ملی فرانسه از گروه رنسانس. نمایندگان با گرایش‌های مختلف برای حمایت از آنهایی که توسط رژیم ایران محکوم به مرگ شده‌اند بسیج شدند تا چهره و نام آنها را در دنیا طنین انداز کنند. روی حمایت ما حساب کنید. دومینیک آتیاس، رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپا و رئیس پیشین فدراسیون کانون وکلای اروپا. به عنوان یک وکیل نمیتوانم اجازه دهم که عاملان نسل‌کشی 30,000 انسان بیگناه محاکمه نشوند. این غیر قابل تصور است. این غیر قابل قبول است. به همین دلیل است که من به همکاری با جنبش شما ادامه خواهم داد. زیرا می‌خواهم که این افراد یک روز در برابر عدالت قرار بگیرند. Nous avons évoqué ce martyr de 1988 qui a marqué fortement l'opinion internationale, mais sans doute plus encore nombre de familles iraniennes dans leur chair. 30 ans après, je vais peut-être un peu vite dans le déroulé de l'histoire, mais 30 ans après, et il y a un peu plus de 5 ans maintenant, en décembre 2017, janvier 2018, on assistait, et depuis 5 ans, tout cela est auto-entretenu, on assistait à de très violentes, très fortes manifestations contre la vie chère, contre le chômage. Et depuis 5 ans, de façon quasiment permanente, et nous en avons régulièrement fait état, nous notons des soulèvements, nous notons la répression simultanée ou quasiment. Mais là, depuis quasiment 6 mois, quasiment une demi-année, nous avons, je pense, franchi des étapes bien supérieures. Alors oui, la femme est l'avenir de l'homme, et pas uniquement par la maternité sans doute, mais la femme est l'avenir sans doute de cette révolution qui est en cours.
Une révolution qui peut être un bien grand mot aux yeux de certains, mais qui est plus, beaucoup plus que des troubles à l'ordre public, beaucoup plus que des rébellions dans plusieurs centaines de villes. Parce que le mouvement auquel nous assistons depuis plusieurs mois maintenant, en effet, est tenu en grande partie par les femmes. Il est parti des femmes, et jeunes et moins jeunes. C'est un mouvement, je le pense, très populaire qui irrigue l'ensemble de la société. Et la réaction de l'État, du régime, est bien à la hauteur de ces enjeux. Le régime a bien compris que ce qui se passait aujourd'hui était plus sérieux encore que ce qui s'est passé en 2018. C'est tout un peuple qui aujourd'hui se soulève. Et ce ne sont pas que, entre guillemets, des soulèvements ici et là qui pouvaient être qualifiés il y a 5 ans de sporadiques. Non, c'est tout un peuple avec cet enchaînement d'un régime brutal et répressif. André Chassaigne l'a dit tout à l'heure avant moi, avec une spirale infernale de la répression. On tue, on torture. Et ce ne sont pas quelques cas isolés. C'est, si je puis dire, et sans doute de façon maladroite, de la torture industrielle. Ce sont des centaines de militants, de citoyens, d'Iraniens, d'Iraniennes qui sont torturés et qui peuvent témoigner pour d'autres, en étant dans le couloir de la mort, que la justice iranienne, en réalité, est une forme d'injustice. C'est ce qui a amené de nombreux parlementaires, et là aussi, quelle que soit leur sensibilité, parlementaires français, mais aussi étrangers, dans d'autres parlements, à parrainer un certain nombre de condamnés à mort, condamnés par des procès évidemment inéquitables, procès dans lesquels le respect des droits de la défense est évidemment une gageure et très illusoire. C'est l'occasion de rappeler, et la présidente Radjavi, de rappeler que la résistance, elle est bien là. Et pour emprunter, et je fais comme elle, au général de Gaulle et au 18 juin et aux jours qui ont suivi 40, rappeler que cette flamme de la résistance, elle ne peut pas, elle ne doit pas, mais elle ne peut pas s'éteindre. Parce que ce sont finalement chaque femme, chaque homme qui a été torturé, qui est condamné, qui entretient ce feu, qui est d'une certaine façon un feu sacré, qui unit tous les résistants du monde, et peut-être en particulier une certaine idée de la France, en rappelant que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 réaffirme dans les droits sacrés et inaliénables de l'homme, au sens homme et femme bien sûr, le droit à résister à l'oppression. Eh bien, quand on dit cela, avec le recul que nous avons français, nous voyons bien combien aujourd'hui il faut réaffirmer ce droit à l'oppression. Et regardez aussi, et je terminerai sans doute par ce point, regardez aussi combien et comment l'histoire est en train de se retourner. Et heureusement. Il y a quelques longues années encore, l'OMPI était classé parmi, parce que certains y avaient intérêt, était classé parmi les organisations terroristes. C'était facile. Et d'ailleurs, de temps en temps, on nous le reproche encore. Comment ? Toi, Gosselin, toi, Le Garret, toi, un tel, tu soutiens une organisation qui a pu être classée sur la liste des organisations terroristes. Alors d'abord, c'était il y a longtemps. Et c'était peut-être avant que le vent de l'histoire tourne aussi. Car aujourd'hui, avec ce vote du Parlement européen, qui est accusé d'être une organisation terroriste? Vos applaudissements donnent évidemment la réponse.
Voilà, le vent de l'histoire est sans doute en train de tourner. Et comme d'autres ont pu dire à propos d'une autre révolution et à laquelle je ne me retrouve pas évidemment et je ne m'identifierai pas, alors je pense qu'en effet, il est urgent que la résistance puisse aussi travailler de concert, s'unir. Pour moi, c'est le plan en 10 points de Madame la Présidente Radjavi, de Mariam Radjavi, que nous connaissons bien. C'est ce plan que nous déclinons, qui affirme la séparation de la religion et de l'État, qui assure l'égalité entre les femmes et les hommes, qui assure, je fais simple, mais c'est évidemment emblématique et symbolique, qui fait de la démocratie le lendemain qui doit chanter en Iran pour que le régime déchante et qu'un chant mélodieux demain puisse nous permettre d'être à l'unisson. Je vous remercie. Moi, je voudrais vous dire en quelques mots, d'abord que nous en sommes au 5e mois d'un soulèvement national. 5 mois, c'est long. C'est long pour celles et ceux aussi probablement qui le vivent à distance. Et le temps qui passe ne doit pas banaliser cette contestation populaire. Nous ne devons pas oublier que ce mouvement est absolument inédit, à la fois dans son ampleur et dans sa durée. Plus de 280 villes se sont littéralement soulevées, malheureusement au prix de nombreux morts, près de 800 morts, dont, ne l'oublions pas, 63 enfants. Néanmoins, la répression sanglante ne paraît pas devoir arrêter ce mouvement. Et il importe de comprendre ce soulèvement dans toutes ses causes, des causes immédiates et des causes profondes. Les causes immédiates, on les a toutes à l'esprit parce que nous sommes encore profondément marqués par la mort de Masha Amini pour un voile mal porté, un décès qui nous a rappelé d'ailleurs de la pire des manières, les exactions de la police des mœurs, police qu'on avait peut-être quelque peu oubliée alors qu'elle existe depuis le début de la révolution iranienne pour réprimer les femmes. Causes profondes ensuite, qui sont faites de 43 ans de répression, de destruction et de pillage des richesses du pays, d'arrestations, d'exécutions arbitraires massives et qui ont connu leur point d'orgue avec les massacres de 1988. La cause immédiate ne doit pas masquer ces causes profondes et le caractère explosif de la situation depuis 2021. Et la mort de Masha Amini en a été le détonateur. Ces forces de répression et de pillage de l'Iran se structurent autour de ce qu'on appelle le corps des gardiens de la révolution islamique, autrement appelé Pasdaran, qui forme une sorte de colonne vertébrale de la dictature religieuse. Les Pasdarans sont directement responsables des répressions sanglantes lors des manifestations précédentes. Et pour mémoire, je veux quand même rappeler ici les 1500 Iraniens tués par balle en novembre 2019, et cela en quelques jours seulement, mais également ceux qui ont péri lors des soulèvements de 2022. N'oublions pas non plus leur implication dans la tentative d'attentat terroriste en Europe et qui a été déjouée à Villepinte le 30 juin 2018. Selon le tribunal belge, je le cite, c'est un carnage qui a été planifié et le diplomate terroriste iranien Asdollah Assadi a été condamné à 20 ans de prison avec ses 3 complices. Le 4 février dernier, d'ailleurs, était le premier anniversaire de ce verdict sans précédent. De peur d'être renversé par le peuple iranien et sa résistance organisée, le régime a donc tenté par tout moyen de supprimer, y compris physiquement, ses opposants, et bien entendu, à commencer par Mariam Radjavi, qui était visée ce jour-là, ainsi que de très nombreuses personnalités qui l'accompagnaient. Alors l'opération a heureusement été déjouée, mais le régime a fait la démonstration de sa fébrilité, pour ne pas dire de ses craintes profondes d'un renversement. Dans ce contexte, une résolution a été adoptée au Parlement européen le 19 janvier dernier, et elle a fermement condamné les exactions et les violations des droits de l'homme commises par le régime iranien, notamment
lors des manifestations depuis septembre 2022. Elle a aussi clairement pointé les tirs à balles réelles sur les manifestants, les arrestations sommaires, les tortures, les procédés de chantage sur les familles, les pratiques de harcèlement physique et sexuel sur les détenus. L'Union européenne a récemment adopté plusieurs mesures, notamment à l'encontre de responsables de haut rang au sein du corps des gardiens de la révolution islamique, comme le gel de leurs avoirs, comme l'interdiction de se rendre sur le territoire de l'Union. Elle a également mis en évidence le rôle de certains dans la fourniture par la République islamique d'Iran de drones armés qui sont utilisés par la Russie contre l'Ukraine. Le Parlement européen demande au Conseil et aux États membres d'ajouter le corps des gardiens de la révolution islamique et ses forces subsidiaires à la liste des organisations terroristes de l'Union et d'interdire toute activité économique ou financière impliquant des sociétés et des activités commerciales liées à ce corps des gardiens de la Révolution ou à des personnes qui lui sont affiliées. Cette demande solennelle du Parlement ne peut pas rester lettre morte. La France ne pourra éternellement fermer les yeux ou condamner du bout des lèvres les crimes commis par le régime. Elle devra mettre un terme à des discussions interminables que le régime d'ailleurs instrumentalise pour se légitimer lui-même. La France devra, et je crois que nous sommes nombreux à le souhaiter, exécuter cette résolution qui a été adoptée à une grande majorité du Parlement européen et faire inscrire les gardiens de la révolution islamique sur la liste des entités terroristes. Je vous remercie. Merci Cécile, merci à tous, bonjour, je suis ravi d'être là, d'être avec vous, vraiment une minute pour vous saluer. On a une actualité un peu chargée, mais je voulais absolument passer juste à la clôture de notre séance de fin de journée. On va commencer celle de nuit, mais vous dire à quel point nous sommes tous mobilisés. Je voulais dire à mon nom, mais au nom de mon groupe Renaissance, nous sommes avec vous, en accompagnement. Nous avons à notre initiative déjà voté une résolution, vous le savez, votée dans l'hémicycle l'année dernière, et nous sommes à votre écoute sur tout ce qui pourra aider, favoriser. Vous savez que les députés et de tous bords se sont mobilisés aussi pour ceux qui sont condamnés à mort par le régime, pour leur donner un visage, pour leur donner un nom au monde entier, et nous continuerons. Nous sommes à votre disposition, à votre écoute, pour que ce mouvement que nous souhaitons aille jusqu'au bout, pouvoir l'aider, supporter avec les forces que nous avons. Vous pouvez compter sur notre soutien, et je voudrais féliciter aussi ceux qui sont devant l'Assemblée nationale tout le temps, en tout cas très très régulièrement, qu'on peut saluer et parfois dans le froid. Nous nous arrêtons à chaque fois pour les saluer, les remercier de ce qu'ils font. Ils nous éveillent, ils nous gardent en éveil sur la situation. On n'oublie rien, on reste avec vous et on va jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Merci. Merci pour cette invitation et merci pour tous ces mots forts que vous avez dit les uns et les autres. Je me sens un petit peu plus jeune que vous dans ce mouvement, même si, oui, j'y crois maintenant profondément. Femme, résistance, liberté. Femme, révolution, liberté. Liberté. Madame Rajavi, elle a parlé déjà dans son plan en 10 points, en numéro 2 de la liberté. Liberté d'expression, elle dit. Liberté de parti. Liberté de rassemblement. Liberté de la presse. Liberté. Garantie des libertés et des droits individuels. Égalité complète des femmes et des hommes. Un jour, dans mon bureau, lorsque je dirigeais le barreau de Paris, j'ai vu des femmes arriver. Des femmes qui, pour certaines, sont dans cette salle. Et ces femmes m'ont invité
à aller à la mairie du 1er, Monsieur Le Garret, où vous organisiez une exposition, une sinistre exposition sur les massacres de 1988. 30 000 femmes, enfants, hommes massacrés, pendus, tirés de prison pour les pendre. 30 000 personnes qui n'ont pas été récupérées par leurs familles, sans sépulture officielle. Et aujourd'hui, c'est la suite de tout ça. Et ces femmes, comme vous, Ingrid, je les ai regardées tout au fil des années puisqu'elles ont continué à m'inviter et je suis venue chaque fois. Dans un premier temps, je suis venue tout simplement parce que, en tant qu'avocate, laisser 30 000 personnes assassinées, un vrai génocide, sans que les auteurs ne soient pas condamnés, c'est impensable, c'est inimaginable, c'est inacceptable. Et c'était pour ça que je continuais dans un premier temps à suivre ce mouvement, parce que je voulais que ces gens-là soient traduits en justice un jour. Oui, je les ai regardés vivre. Et je me suis dit ce que je me dis toujours aujourd'hui. L'Iran sera sauvé par les femmes, oui messieurs, par les femmes, par une femme comme Madame Radjavi, oui Ingrid, une femme qu'on ne doit pas écarter, car si on l'écarte, nous, on se mettra aussi en révolution. Et cette femme que j'ai vue vivre, que j'ai vue combattre, et ces femmes que j'ai vues avec leur foulard, oui, avec leur foulard, parce que ce n'est pas un sujet, le foulard. Liberté de faire ce qu'on veut, nous aussi les femmes. Liberté de le porter quand on en a envie. Liberté de ne pas le porter si on n'en a pas envie. Les femmes en Iran, elles ont payé le tribut déjà du temps du Shah, déjà du temps de la police du Shah, qui les martyrisait. Elles ont payé leur tribut en 88. Elles ont payé le tribut en 2019. Elles payent le tribut aujourd'hui. Et elles continuent. Aider des hommes, c'est ça qui est sensationnel. Aider des jeunes, d'abord, avant que les vieux ne se mobilisent. Aider des jeunes. Parce que, au-delà d'elles, et nous sommes ici dans la maison de la liberté, égalité, fraternité, c'est la liberté de tous. Et les femmes, voyez-vous, très souvent, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, ce sont les idées qu'elles portent. Pas le pouvoir, pour les idées. Pour des idées pour tous. Des femmes, c'est l'inclusion, ce n'est pas l'exclusion. Et c'est ça, ce qui se passe en Iran. Et ces femmes, vous en parliez, eh bien, c'est de toute ethnie possible, confondue, de tous les endroits, de tous les milieux. Et effectivement, les hommes les ont rejoints. Et c'est ça, je ne m'attendais pas du tout à voir tout ça avec le CNRI. Vous l'avez dit aussi, le CNRI, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, ce sont les valeurs, des valeurs fondamentales. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut bien évidemment, et c'est très important qu'on soit ici, merci Madame la Présidente et messieurs d'avoir invité. Il y a nous tous. Si nous ne défendons pas ces valeurs-là, nous sommes aussi concernés. Ça nous atteindra aussi un jour. Ce n'est pas jamais uniquement chez les autres, vous savez. Donc oui, il faut soutenir. Oui, il faut faire de la politique. Car faire de la politique, ça veut dire faire bouger les choses. Vous avez la chance d'avoir été élu et vous êtes là pour faire bouger les choses. Nous sommes dans la salle Colbert, donc vous avez encore plus, je l'espère
de possibilité de faire bouger les choses, de convaincre et de faire vivre les idéaux pour lesquels vous avez été élus, pour lesquels nous vivons tous les jours. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui en Iran. C'est un peuple qui demande la liberté. Et nous ne pouvons pas ne pas les aider. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Merci.